et ces problématiques-là ne sont pas nouvelles et elles perdurent encore aujourd'hui. Et encore une fois, ça montre que justement, on ne fait pas nos politiques malgré l'augmentation de femmes qu'on peut constater dans les milieux politiques. Nos politiques ne sont pas encore pensées dans un contexte finalement féministe, avec une approche féministe. Donc, encourager les femmes à travailler dans les secteurs non conventionnels fait partie aussi de nos politiques. Évidemment, le salaire minimum à 15 $ de l'heure est une des prérogatives de base. Le revenu minimum garanti, donc qui assurerait à la population, mais aux femmes en particulier, donc des revenus qui font du sens. Ensuite, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, valoriser en fait le travail invisible des femmes qui permet l'épanouissement d'autres. On sait qu'il y a des femmes qui reçoivent des salaires de misère, qui travaillent comme cuisinières, femmes de ménage, gardiennes d'enfants. On ne parle pas aussi suffisamment des femmes au foyer. Donc toutes ces questions-là sont à prendre en considération. Tout ce travail-là est à mettre de l'avant et mérite d'avoir des rémunérations en conséquence. Parce qu'en fait, c'est ça, le privé est aussi politique. Et ce que je voulais ajouter à cela, dans mes 17 secondes, c'est ça, c'est... bon, il est évident que dans nos politiques, on veut briser les ghettos d'emploi, c'est vraiment très important, donc les femmes aient accès à tous les types d'emplois. C'est clair qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre une réelle équité salariale au Québec. Et on sait d'autant plus que les femmes sont plus nombreuses à occuper des emplois qui sont précaires, des emplois à temps partiel par exemple, des emplois au salaire minimum. Donc nous, on veut agir au Parti québécois sur la question. On est favorable, comme Québec solidaire, à la hausse du salaire minimum à 15 $ de l'heure d'ici 2022, tout en accompagnant nos petites moyennes entreprises et les organismes communautaires aussi, qui pourront avoir des impacts plus ou moins grands de cette hausse du salaire minimum. Mais pour nous, c'est vraiment fondamental. On veut aussi renforcer notre réseau des CPE, qui sont une création également du Parti québécois, dont nous sommes très fiers parce que ça a permis à des milliers de femmes de retrouver le chemin du marché de l'emploi. Et nous, on veut rendre les CPE gratuits pour toutes les familles qui gagnent un revenu de moins de 34 000 $. Donc, évidemment, par exemple, les femmes monoparentales qui pourraient retourner sur le marché du travail, ce sera un accès gratuit avec un plus grand nombre de places. De Chagrin-Maisonneuve, Carole Poirier, on a déposé un projet de loi en novembre dernier, qui est un projet de loi qui vise à lutter contre la discrimination et le racisme, notamment sur le marché de l'emploi. Et ce projet de loi, j'aurai quelques secondes pour vous l'expliquer seulement, mais contient 20 mesures extrêmement concrètes. Alors moi, je vous invite à aller le consulter parce que ça, on veut l'appliquer très rapidement une fois au gouvernement cet automne. Ce que ça contient, c'est notamment des mesures pour la création d'un guichet unique de reconnaissance des compétences et des diplômes qui sont acquis à l'étranger, parce qu'on sait que ça, c'est un grand frein à occuper un emploi à la hauteur de ses compétences une fois que la personne est arrivée ici au Québec. Bien sûr, il y a plusieurs autres mesures aussi qu'on veut mettre en place, comme des projets pilotes de CV anonymes. Donc, question de franchir la barrière aussi de la discrimination, mais ça ne réglera pas tous les problèmes tout seul, les CV anonymes. On veut aussi le combiner avec des campagnes de sensibilisation importantes chez les employeurs, parce qu'une fois passée la première étape d'une entrevue d'embauche, il faut aussi arriver aux autres étapes subséquentes. Donc, on a vraiment plusieurs mesures comme ça qui vont faire en sorte que non seulement les personnes immigrantes de façon générale vont pouvoir occuper un emploi plus facilement au Québec, mais les femmes immigrantes plus spécifiquement. Et encore une fois, dans notre application du projet de loi, il sera question de l'analyse différenciée selon les sexes et l'ADS+, également. Donc c'est ça, ça fait 20 ans que je suis ici, ça fait 20 ans que la question de reconnaissance des diplômes est soulevée par la plupart des populations immigrantes. Donc c'est un problème que, évidemment, perdure, que tout le monde connaît, personne n'a jamais réglé présentement.
Donc c'est évident que dès son premier mandat, Québec solidaire va accélérer immédiatement la reconnaissance des diplômes, les ententes avec les ordres, etc. C'est fondamental. Il y a aussi la question de la représentation des personnes issues de la diversité dans les institutions publiques notamment. Donc il y a des programmes effectivement qui sont mis en place depuis longtemps, mais encore une fois, il n'y a pas de coercition ou d'incitatifs fondamentaux qui font que les institutions embauchent des personnes qui pourraient avoir accès. Donc redonner une de nos propositions est de redonner donc les pleins pouvoirs à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui s'assure que les entreprises, que les institutions publiques embauchent le personnel qu'il faut. Et oui, la question se pose ça rejoint le thème précédent avec Eva, de l'équité salariale, dans le fond, pour les travailleuses qui occupent des emplois moins rémunérés. L'équité salariale, ça ne devrait pas juste être un concept, ça devrait être une réalité, surtout maintenant chez les non-syndiqués. C'est un très, très grand défi. Et la question des emplois mieux rémunérés, là où les gars vont, les femmes vont moins, il en reste beaucoup d'endroits où les femmes vont moins et il faut les aider. On dit toujours les STEM, c'est-à-dire les sciences, technologies, les sciences pures, le génie, par exemple, tous ces domaines-là. 17% d'étudiants en génie de femmes, c'est pas assez, on se comprend, parce que c'est des emplois quand même assez bien rémunérés. À l'ETS, ils ont un grand plan d'ici 2030 pour pouvoir avoir 30%. Mais 30% d'ici 2030, c'est loin 2030, là. Il me semble que ça devrait être 50%. Il faut être très ambitieuse et ambitieux pour avoir des femmes dans tous les emplois non traditionnels. Mais pour les avoir là, et même dans les emplois très traditionnels, je vais faire une petite entorse, je vais parler, puis là, je ne vois plus l'UEQ, je pense qu'il est parti. Les étudiants ont un grand cheval de bataille. Mélanie, tu dois le partager. La rémunération des stages, ce sont les stages publics, particulièrement féminins, qui ne sont pas rémunérés. Les stages masculins, dans le domaine privé, sont rémunérés. Voilà une sorte d'inéquité sur laquelle il faut se pencher. Puis on a déjà commencé à se pencher, puis là aussi, tout le monde va être d'accord. Il faut qu'on regarde ce nouvel enjeu, qui n'est pas un nouvel enjeu, qui est un nouveau débat de société, puis il faut le faire. Alors, il y a beaucoup d'enjeux au niveau de la participation des femmes au marché du travail, mais il faut réussir à aller chercher les outils pour que ces femmes-là puissent avoir accès à toutes les professions. Je suis ingénieure en matériaux. J'ai porté une initiative numérique. Et oui, c'est vrai que c'est plus difficile pour une femme, 50 ans, de porter une initiative numérique et d'être entendue que d'être un jeune homme, fringant à 35 ans. Moi, j'ai débuté ma carrière avec les métallos, c'était mes amis. Et puis, ils m'ont vraiment bien accueillie. Quand on arrive et qu'on est là, on est accueilli. Mais il faut oser y aller. Quand j'étais plus jeune, ma mère, dans l'éducation, n'a fait aucune différenciation. J'avais des jeux de métallos, j'avais des jeux d'expérience de chimie, comme mon frère. Moi, je me suis orientée vers un milieu scientifique parce que j'en sentais pas de différence chez moi, j'en ai pas perçu. Et à Polytechnique, j'en ai pas perçu non plus. Mais quand je suis arrivée en aéronautique, je l'ai ressenti. En aéronautique, on est seulement que 6% de femmes. Et c'est en prêchant par l'exemple, en ayant des modèles, que les jeunes femmes voient que c'est possible d'y être, d'être soi-même et d'y être bien. Vous savez, je vous l'ai dit tantôt, dans mon comté à Châteauguay, on a 3 grandes communautés, dont la communauté autochtone, et je vous le dis, c'est pas facile d'entrer en contact, malgré mon très, très, très grand désir d'entrer en contact avec eux, avec elles. Je sais, entre autres, qu'il y a une belle force d'entrepreneuriat chez les Autochtones. Le cheminement n'est pas facile pour obtenir du financement, mais ça me tient à cœur parce que c'est une belle voie, entre autres, pour les femmes autochtones, de se valoriser et d'apporter une valeur ajoutée à leur société. Ça me tient à cœur. L'autre chose, il y a 55% des Autochtones qui transitent vers le milieu urbain. Et c'est à cet endroit-là que nous,
Comme communauté, on peut les accueillir. Souvent, elles transigent du nord vers le sud. Elles décident de sortir de situations qui sont inacceptables. Et c'est lorsqu'elles sont en milieu urbain qu'on peut les accueillir et les soutenir. Je me souhaite sincèrement réussir à relever ce défi-là dans la communauté et encore plus largement. Donc c'est ça, évidemment, concernant la commission Vérité et Conciliation, Québec solidaire s'engage à appliquer toutes les recommandations qui sortiront de cette commission-là, étant donné aussi que Québec solidaire part du principe fondamental de reconnaissance, je le dis mal parce qu'il me faudra un deuxième café, mais de l'autodétermination des peuples autochtones, donc des nations, parler toujours de nation à nation, donc ça va de soi pour nous. Considérant plutôt la commission sur le racisme systémique, oui, aussi Québec solidaire, dans son premier mandat, mettra en place cette commission sur le racisme systémique. Et comme je le disais, non seulement c'est un besoin pour la population, pour reconnaître toutes les problématiques du système, mais aussi avec la CDPDJ qui veillerait à ce que toutes les recommandations soient appliquées. Quand je suis venue à l'UQAM cet été dans une école d'été pour des leaders autochtones, et on a une image complètement, des fois, soit idéalisée, soit très prédéterminée, qui ne ressemble pas nécessairement à la réalité. Il y a des jeunes filles leaders qui sont venues passer 2 semaines à réfléchir comment exercer leur leadership. Et je vous jure qu'il y a du leadership chez les jeunes autochtones et des moins jeunes, parce qu'il y avait des mères et des grands-mères aussi qui avaient pris du temps pour venir à l'école pendant 2 semaines, puis elles travaillaient très fort. L'autre chose qui est une priorité, c'est évidemment l'éducation. Puis moi, étant du côté de l'enseignement supérieur, je ne peux pas vous parler primaire, secondaire, je ne peux pas, j'ai pas le temps, mais c'était très important. Mais quand elles arrivent, ils arrivent au collège et à l'université, il faut avoir une approche différenciée, il faut avoir une approche de résidence où tu arrives souvent avec des enfants, avec la grand-mère. Et puis si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à la réalité. Oui, mais Mme Torres a eu les mots-clés. C'est important de parler de nation à nation. Donc, que les ressources soient au rendez-vous, mais aussi être à l'écoute des propres méthodes de liaison des communautés autochtones, donc selon leur propre culture, selon leurs propres valeurs. Ça, c'est fondamental. Et si je peux permettre des mesures extrêmement concrètes qui m'ont énormément touchée dans ma tournée du Québec, souvent on ne réalise pas, mais il y a de nombreuses communautés qui sont très isolées sur notre territoire et qui n'ont pas accès, par exemple, à des ressources de transport, ce qui fait en sorte que quand il y a des femmes dans des situations de vulnérabilité, dans des situations de violence, ça peut prendre des jours avant que la personne puisse quitter sa communauté. Alors évidemment, il faut qu'on puisse décloisonner, il faut qu'il puisse y avoir des routes qui se rendent à certains villages, je pense par exemple sur la Côte-Nord. Puis donc, il faut accompagner les femmes, il faut qu'ils puissent avoir davantage de ressources aussi pour éviter le déracinement, pour que les personnes puissent avoir les ressources dans leur communauté, qu'il n'y ait pas à aller constamment dans un milieu urbain, de devoir quitter leur famille, leurs proches, leurs enfants. C'est vraiment important d'avoir ça